Il n'y a même pas une question d'être ciblé. Aujourd'hui, pour moi, c'est ce que je dis quand je vois un client. La question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. Donc pour moi, c'est ce genre de directive est là justement pour, quand vous faites attaquer, réduire au maximum ses impacts, tant pour vous que pour vos clients ou pour la société en elle-même. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Nice. Non pas la ville, désolée, même si on manque cruellement de soleil en ce moment, mais ce dont on va parler ici, c'est de la directive européenne NIS 2, NIS, dont l'acronyme veut dire Network and Information Security, en français, sécurité des réseaux et de l'information. Alors on a beaucoup de choses à voir dans cet épisode, notamment pour comprendre ce qu'est une directive européenne, pourquoi c'est important de légiférer sur la cybersécurité au niveau européen, à qui s'adresse cette directive, que faut-il mettre en place pour être en conformité, et pour répondre à toutes ces questions et revenir aux bases, comme on a l'habitude de le faire ici, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités de l'entreprise Orange Cyberdéfense, Yann Lonlas et Florian Brossard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors merci à vous deux d'avoir accepté de venir décortiquer ce sujet au micro du podcast. Mais avant de nous lancer donc dans le vif du sujet, comme pour chaque épisode, j'aimerais vous laisser vous présenter votre parcours, votre rapport au monde de la cybersécurité et aussi évidemment un mot sur Orange Cyberdéfense, sur ce que vous faites aujourd'hui comme métier pour bien vous situer dans le paysage et dans les entreprises du monde de la cyber. Yann, est-ce que tu veux commencer ? Je vais prendre la main. Donc bonjour, je suis Yann Lonlas, consultant senior pour Orange Cyberdéfense depuis maintenant 6 ans. J'ai un parcours assez traditionnel pour travailler dans le monde de la cyber, prépa, école d'ingénieur spécialisée dans l'informatique. Avec une petite nuance, c'est que j'ai beau avoir fait une école d'ingé, je suis rentré dans le monde de la cyber en étant extrêmement nul techniquement. Et j'ai acquis mes compétences sur le terrain, parce que rien ne vaut la pratique dans la cyber. Je le maintiendrai toujours. C'est en travaillant sur des SI que vous apprendrez le plus, et sur des SI réels. Donc après, du coup, je suis rentré à Orange Cyberdéfense, qui est mon emploi depuis que je suis sorti de mes études, et depuis maintenant 6 ans et demi. Et qu'est-ce que tu fais du coup chez Orange Cyberdéfense ? Alors, moi, je suis très spécialisé dans ce qui est de la conformité réglementaire sur les grosses réglementations, donc NIS 2 ici en l'occurrence, donc NIS 1, sa précédente version, et en France principalement là, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui est en gros l'équivalent de la directive NIS mais pour les secteurs vitaux vis-à-vis des intérêts de la France. On parle des grands secteurs comme l'énergie, centrale nucléaire par exemple, ou le transport, les routes, etc. Ce genre de choses. Donc, et moi, j'ai accompagné des clients dans le domaine Indus ou dans d'autres domaines pour qu'ils mettent en conformité leur système vis-à-vis de ces directives, de cette législation. Donc globalement, c'est prendre la législation, reprendre ce qu'il y a dans le texte juridique, le transformer en mesures techniques et piloter l'implémentation de ces mesures techniques derrière. Très très clair. Et en un mot, en une phrase peut-être, qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde de la cybersécurité ? Moi principalement, j'ai commencé un peu comme tous ceux qui se disent je serai informaticien plus tard, très intéressé par ce qui se passait derrière un ordi. Puis après, au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé en regardant les actualités, à m'intéresser beaucoup ce qu'était le monde de la cyber, les cyberattaques, etc. Et plus que du côté attaquant, j'étais souvent curieux de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde se faisait avoir. Et c'est comme ça que je suis rentré plutôt du côté défensif et à voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour éviter d'avoir ces impacts aussi importants lorsqu'on se fait attaquer d'un point de vue cyber. Eh ben, merci pour toutes ces explications, Yann. Florian, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, s'il te plaît ? Donc, bonjour à toutes et à tous, Florian Brossard. Donc moi, en termes de parcours académique scolaire, donc j'ai commencé par un BTS système et réseau, donc parcours peut-être un peu moins traditionnel, pas prépa école d'ingé. Puis après ça, j'ai fait un bachelor en sécurité informatique, un master en sécurité informatique. Et puis j'ai commencé dans l'IT en tant que technicien informatique. Puis j'ai bifurqué après dans le secteur de l'énergie sur un poste en cybersécurité, donc sur lequel j'ai fait principalement de la sécurité opérationnelle, donc gestion des scanners de vulnérabilité, tout ce qui est mise en place d'outils de détection en cas d'attaque. Et puis j'ai aussi fait de la gouvernance, donc rédaction de politique de sécurité, de processus, etc. Donc j'ai touché à pas mal de choses sur ce poste-là. Puis après, je suis rentré chez Orange Cyberdéfense en tant que consultant en cybersécurité.
Et depuis que je suis chez Orange Cyberdéfense, je travaille principalement sur des missions d'audit. Donc audit ISO 27001, NIST, donc un référentiel américain, NIST CSF, Secnum Cloud pour tout ce qui est hébergeur de données. Et puis d'autres types de missions qui vont avec, sur de l'homologation, de l'analyse de risque, et puis des missions un peu plus techniques. Contrairement à Yann, j'ai un profil peut-être un peu plus opérationnel, un peu plus technique, puisque je fais aussi du test d'intrusion web. Et puis j'ai fait beaucoup plus de sécu opérationnel que Yann. Et du coup, chez Orange Cyberdéfense, vous accompagnez beaucoup d'entreprises au quotidien dans leur défense en cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les types d'entreprises que vous accompagnez au quotidien ? On adresse tout type de clients. On va avoir du public, du privé, du grand compte ou de la TPE, de la PME. On a vraiment tout type de clients dans tout type de secteur d'activité. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à tous les besoins. Très bien, merci à vous deux pour vos présentations. Florian et Yann, on va rentrer dans le vif du sujet de cette émission. Donc, on va d'abord remettre un petit peu de contexte. Vous en avez déjà dit pas mal. On a déjà eu l'évocation de la directive NIS 1. Puisqu'on va parler de NIS 2 aujourd'hui, on est obligé de commencer par parler de NIS 1 qui a été votée donc, en 2016 au niveau européen. Est-ce que c'est la première fois à l'époque qu'on inscrit la cybersécurité dans la législation européenne ? Alors, pas tout à fait, dans le sens où l'ENISA, qui est le comité européen de la protection de cyberdéfense en Europe, a été mis en application en 2004 par un règlement. Mais il n'y avait pas... C'est l'une des premières directives où le sujet principal est de la cyber. Il y a eu des directives concernant certains secteurs, des renforcements, je pense par exemple au secteur bancaire, sur la protection des transactions, ce genre de choses, où il y avait eu des législations dessus. Mais c'est vraiment l'une des premières directives qui avait uniquement pour seule focalisation la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte à l'époque ? Alors, en 2016, on est dans le début de cette grosse augmentation de la cybercriminalité qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était sur les premières grandes attaques qui ont commencé à faire connaître les grands noms de certains ransomware, WannaCry, NotPetya pour ceux qui s'en souviennent. C'est un petit peu après, mais on commençait à voir les premières versions de ces virus-là sont arrivées à peu près à cette période, et les premiers gros impacts économiques commençaient à se faire voir. Donc, du coup, certains pays, dont la France faisait partie, ont poussé pour un renforcement de cette cybersécurité à un niveau plus global. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on était à 5 trilliards pour le chiffre d'affaires, le terme est un peu exagéré, mais pour l'évaluation du marché de la cybercriminalité, on l'évalue en 2024 à bientôt 10 trilliards de dollars. Donc on est sur des sommes qui augmentent de manière assez exponentielle, et qui du coup forcent des entités comme des pays ou l'Union européenne à renforcer globalement leur niveau de cybersécurité. Et à qui s'adressait donc cette première version de la directive NIS à l'époque ? Quelles étaient les priorités ? C'était une des premières problématiques de la directive, c'est que les personnes à qui elle s'adressait, c'était des entreprises dans des secteurs dits essentiels pour l'Europe. C'est des secteurs assez communs, énergie, transport, distribution, gestion de l'eau, les déchets, ce genre de secteur-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de critères communs définis. Donc chaque pays, dans sa transposition, puisque pour rappel, une directive ne s'applique pas directement dans un droit, contrairement à un règlement comme le RGPD, elle doit être d'abord transposée dans le droit du pays pour être appliquée dans le pays en question. La NIS 1 n'avait pas de critères communs et donc du coup n'avait pas été transposée de la même manière, ce qui a donné certaines aberrations législatives, où en Finlande vous aviez je crois que ça se comptait en dizaines de milliers le nombre d'entités concernées par la NIS 1. En France, on était de l'ordre de 300. Oui, en effet. Donc, il y avait un besoin d'harmoniser pour un meilleur niveau de cybersécurité dans tous les pays européens. En France, nous, on était plutôt focalisés sur des grosses entités, sur des grands groupes ou ce genre de choses. Là où, par exemple, je reprends l'exemple de la Finlande, tout ce qui était dans les secteurs, à partir d'une certaine taille, était concerné.
la Finlande se rapproche beaucoup plus des critères que nous, qui ont été mis en place dans la NIS 2, par exemple. Et donc, on va parler de la directive NIS 2 aujourd'hui. Donc, elle a été votée au niveau européen en novembre 2022. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est appliquée là, tout de suite dans les États membres, comme tu viens de le dire. Donc, il faut un temps de transposition d'une directive au sein des législations nationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le calendrier législatif aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? La directive NIS 2 a été publiée en décembre 2022. Elle est entrée en vigueur en janvier 2023 et les différents États membres ont jusqu'en octobre 2024 pour la transposer. Donc ça, c'est officiel. Jusqu'à octobre de cette année. Octobre de cette année. Donc les entreprises de notre pays, les entreprises concernées et organisations concernées par la directive NIS 2 doivent se mettre en conformité. Non, c'est la date limite de transposition. Donc l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, va devoir transposer la directive européenne NIS 2 en droit français et donc lister l'ensemble des mesures qui vont devoir être appliquées, potentiellement rechanger un petit peu le périmètre d'application, puisqu'on peut avoir des entités qui vont être rajoutées par rapport à ce que l'Union européenne a imposé. Et après ça, sur le délai de mise en conformité, c'est chaque État membre qui va devoir tabler dessus, qui va devoir le spécifier, mais ça, on ne le connaît pas encore. Ah, d'accord, ce sera spécifié lors de la transposition. Tout à fait. Exactement, donc ça doit passer encore. Donc il y a l'ANSSI qui va faire un projet de loi auprès du Parlement et c'est ça qui va être voté et c'est après on saura tout à fait. Quand est-ce qu'il va falloir se mettre en conformité. Et justement, qui est concerné aujourd'hui donc en France par la NIS 2 par rapport à la NIS 1 quels sont les grands changements? Alors, donc, par rapport aux grands changements, tout à l'heure, je parlais d'uniformisation des critères. Il y en a deux. Globalement, le premier critère, c'est l'appartenance à un certain secteur. Alors, c'est des secteurs définis au niveau européen par certains actes, certains règlements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, je t'en ai parlé déjà, de l'énergie, transport, distribution, etc. Et il y a eu un agrandissement avec certains nouveaux secteurs. On a eu par exemple l'agroalimentaire, tout ce qui est production, distribution et transformation de nourriture. Donc ça fait par exemple que les chaînes de grande distribution qui n'étaient pas concernées avant le sont aujourd'hui. On a le secteur chimie aussi qui est concerné. On a la recherche aussi qui rentre dedans. La recherche, etc. Donc, si vous faites partie, je vous invite à aller voir la liste des secteurs directement dans le texte de la directive. Pour le coup, c'est très très clair à ce niveau-là. Ça, c'est déjà clarifié à ce niveau-là sur les secteurs d'activité. Ça, c'est le strict minimum. Si vous serez dans ces secteurs, et on va voir le deuxième critère juste après, il y a des chances que vous soyez concerné. Le deuxième critère, c'est un critère de taille. Il faut que, en gros, là, c'est les critères de taille européens qui sont connus. Petite entreprise, moyenne entreprise, grandes entreprises. Il faut que vous ayez plus de 50 salariés et un montant de chiffre d'affaires qui doit être à 10 millions, je crois, pour les moyennes. Si vous êtes à ce niveau-là, vous avez des chances déjà d'être concerné en tant qu'entité importante. Si vous êtes une grande entreprise, c'est-à-dire que vous avez plus de 250 salariés et que vous avez plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous serez peut-être concerné en tant qu'entité essentielle. Ça, il y a une nuance entre les secteurs qui font varier sur le fait d'être défini en tant qu'entité essentielle et entité importante. Du point de vue de la directive, le gros changement entre ces deux entités, c'est les sanctions qui vous seront appliquées. Concrètement, si vous êtes essentiel, vous aurez des sanctions plus fortes que si vous êtes importante. On est sur les mêmes ordres d'idées que la plupart des réglementations européennes dernièrement. C'est des pourcentages de chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent. 2% si vous êtes essentiel. 1,4% si vous êtes important. Et justement, pour se préparer, donc les entreprises et organisations, elles doivent savoir si elles sont concernées ou pas. Comment elles font pour se renseigner à ce sujet? Est-ce qu'elles sont mises au courant ou est-ce qu'elles doivent se manifester elles-mêmes? Alors, sur la directive NIS 1, donc NIS première du nom, c'est l'ANSSI qui allait désigner les OSE, donc les opérateurs de services essentiels, donc les entités qui étaient impactées par la directive. Dans le cas de la directive NIS 2, on a un changement de position puisque c'est plus à l'ANSSI d'aller désigner les entités impactées, mais ça va être directement aux entités impactées de se désigner, donc de lever la main en disant je suis entité essentielle, je suis entité importante par rapport à leur secteur d'activité ou à leur taille. Et une entreprise de petite taille qui, par exemple, n'a pas de service de cybersécurité en interne, comment ça se passe pour elle, par exemple, et qui potentiellement est concernée? Là-dessus, je ne veux pas avoir d'autres vraiment conseils que de préparer à mettre des ressources dans de la cybersécurité. Parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ces directives ont été votées. C'est que beaucoup d'entreprises ont toujours considéré la cybersécurité comme un domaine très annexe. Aujourd'hui, le coût économique de la cybersécurité et son importance montrent l'opposé.
Et donc, du coup, malheureusement pour vous, il va falloir vous équiper. Tant en personnel qu'en équipement. Donc là, c'est un sujet de la direction de l'entreprise qui devait prendre en main ce sujet de la cybersécurité absolument, même avant même l'application de cette directive. Je rebondis sur ce que Yann disait, puisque ça peut passer par du recrutement, donc des ressources en interne, comme ça peut passer par de l'accompagnement. C'est pour ça qu'on en parle, nous, aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de clients qui, justement, préfèrent anticiper et se font accompagner, puisqu'ils n'ont pas soit le nombre de ressources nécessaires en interne, soit la connaissance des différents sujets. Donc, ils font appel à vous, mais c'est parce qu'ils ont aussi pris conscience de ce risque-là. Donc, ça, c'est très bien et c'est très positif. La prise de conscience de la part de la direction est nécessaire, de toute façon, pour avancer sur ces sujets. Sinon, ça devra passer par la sanction. C'est ça, sachant que les sanctions, en plus, du coup, risquent de se rajouter sur après l'attaque. Parce que souvent, en fait, c'est quand vous allez vous faire attaquer que l'ANSSI viendra contrôler. Et si vous n'étiez pas conforme, vous risquez en plus de vous prendre une sanction supplémentaire. Donc l'ANSSI, qui aujourd'hui gère majoritairement les risques cyber auprès des grandes entreprises et des collectivités, va élargir son scope de responsabilité. En tout cas, c'est ce qui est attendu dans le texte européen. Déjà élargit les responsabilités de l'entité qui va être définie comme l'autorité de contrôle. En France, on s'attend à ce que ça soit l'ANSSI. Un peu comme la CNIL a le rôle d'autorité de contrôle pour le RGPD. Donc en gros, soit ça va être l'ANSSI, soit ça va être une sous-entité de l'ANSSI, mais globalement, aujourd'hui, c'est l'ANSSI qui pilote le sujet. Et du coup, dans l'idée, oui, elle va avoir un scope élargi à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est plutôt au moment où vous allez vous faire attaquer qu'il risque d'y avoir des contrôles. Parce que, on le sait tous, l'ANSSI a quand même des moyens qui ne sont pas infinis. Et si elle va contrôler les gros pour pouvoir faire des exemples ou ce genre de choses, ou pour s'assurer quand même que la directive est appliquée, elle n'aura pas les moyens d'aller chercher tous les petits. Ce qui est prévu dans le texte européen, c'est d'avoir des contrôles de facto pour les entités essentielles. Donc, c'est tous les secteurs hautement critiques. Donc, l'ANSSI devra les contrôler, soit elle-même, soit potentiellement déléguée à d'autres prestataires de confiance. Mais pour les entités importantes, il n'y a pas de contrôle de facto qui sont prévus. Donc, ça va être des contrôles potentiellement sur dénonciation. Donc, s'il y a certaines règles qui n'ont pas été respectées et que quelqu'un a contacté l'ANSSI. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de pénurie de talents en cybersécurité. Comment elles vont faire toutes ces entreprises pour s'équiper en cyber avec la situation qu'on connaît actuellement ? Là, c'est une bonne question. C'est une des difficultés du secteur. C'est que c'est un secteur qui a été un petit peu mis de côté pendant quelques années. Et donc, un peu de la même manière que les médecins ont été un peu en pénurie avec le numerus clausus. Comme c'est un secteur qui n'a pas été très populaire, les nouveaux arrivants sont en train d'arriver. Le nombre de diplômes a augmenté, etc. Le nombre d'écoles qui ont été créées, qui sont spécialisées en cyber, qui n'existaient pas avant. Mais il faut laisser le temps à ces gens-là d'arriver sur le monde du travail, de prendre de l'expérience, etc. C'est quelque chose qui devrait se résorber d'ici quelques années, parce que la cyber vraiment augmente à tous les niveaux, tant de côté menace que défense. Mais d'ici là, il faut, si vous pouvez recruter quelqu'un et que vous avez ou que vous possédez déjà quelqu'un qui est compétent, je vous conseille de le garder. Après, on voit aussi beaucoup de personnes qui passent de l'IT à la cyber. Et on a de la chance en France. Alors, de manière générale, il y a beaucoup de documentation qui existe sur Internet, qui est accessible en anglais notamment. Et on a de la chance spécifiquement en France, puisque l'ANSSI fait énormément de documentation sur énormément de sujets. Il y a des notes techniques, il y a des guides. Qui permettent en fait à quelqu'un qui n'a pas la connaissance d'un sujet d'aller se former et puis de mettre en place un certain nombre de mesures. Et puis pour les entités qui souhaitent déjà se mettre en conformité sur certains points, pareil, suivre ces guides. Il y a même des choses des guides qui expliquent comment rédiger une politique de sécurité, comment faire un PCA, etc., un plan de continuité d'activité. Donc il y a vraiment beaucoup de ressources faites par l'ANSSI, qui sont validées, qui sont très bien. Et puis après, il y a beaucoup de ressources accessibles. Pour donner une petite anecdote là-dessus, sur ma dernière mission, j'étais avec un collègue qui venait du monde de la sécurité physique, qui a fait une conversion et qui est arrivé chez nous il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui, à ce moment-là, quand il a commencé la mission, n'avait quasiment aucune connaissance de ces outils-là. Il a acquis en 1 an les capacités de comprendre la loi de programmation militaire, les exigences de l'ANSSI. Il a lu les guides, il était capable en 1 an et demi d'avoir une compréhension des mesures techniques demandées par l'ANSSI dans ce genre de cadre.
Eh bien, le message est passé, en tout cas à tous ceux qui s'intéressent à la cyber de près ou de loin. Si vous voulez vous lancer, il va y avoir des places à prendre dans les mois ou années à venir, même aujourd'hui déjà. Justement, pour savoir plus précisément ce que les entreprises doivent mettre en place pour potentiellement se mettre en conformité à l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous donner les points principaux qui sont énoncés dans cette directive qui leur permettront d'être guidés dans les premiers pas à faire pour leur mise en conformité? Donc, dans la directive NIS 2, il y a 3 articles principaux qu'il faut retenir pour les entités qui sont impactées. Il y a l'article 20, 21 et 23. L'article 20, c'est sur tout ce qui est gouvernance en termes de gestion de risque. L'article 21, c'est les mesures directement de gestion de risque, les mesures de sécurité à mettre en place. Et puis l'article 23, c'est les obligations d'information, tout ce qui est obligation d'information en termes d'incidents cyber. Donc si on subit un incident de cybersécurité, il faudra le notifier. Sur l'article 20, donc pour la partie gouvernance, en termes de gestion de risque, ce qui est exigé par la directive NIS 2, c'est que les organes de direction approuvent les différentes mesures de gestion de risque en matière de cybersécurité et puis supervisent leur mise en œuvre. Donc cette responsabilité, elle est vraiment posée sur la direction, sur les organes de direction, puisque la direction et les membres des organes de direction peuvent également être tenus responsables en cas de violation de l'article 21. Donc si on ne respecte pas les mesures de sécurité attendues dans l'article 21, il peut y avoir des sanctions. Donc sanctions financières. Des exemples de mesures de cybersécurité qu'il faut... Donc en termes d'exemples de mesures de cybersécurité, il va y avoir tout ce qui est politique de sécurité des systèmes d'information à rédiger, procédures de gestion des incidents. Il y aura sûrement de la segmentation réseau, donc le fait d'avoir un réseau étanche ou des parties de son réseau étanches par rapport à d'autres parties. Il y a tout ce qui est authentification à plusieurs facteurs qui est attendu. Mm-hmm. Donc vous le voyez sûrement souvent sur maintenant de plus en plus de sites, même sites marchands, où on reçoit un SMS, où on a un token en plus avec une application. C'est le genre de choses qui va être imposé dans le cadre de la directive NIS 2. Donc si on constate qu'il y a un incident de sécurité et qu'il a eu lieu à cause d'un non-respect de certaines exigences de sécurité, dans ces cas-là, la direction sera tenue responsable et on peut avoir des amendes, comme dans le cas du RGPD, où on peut avoir de la mise à pied des dirigeants. Il est prévu effectivement dans le texte une interdiction d'exercice des dirigeants potentiellement à ce niveau-là. Pour les entités essentielles. Pour les entités essentielles. Et on ne parle pas là juste du PDG ou du directeur général, on parle de l'ensemble des participants de l'organe dirigeant. Donc c'est tout un COMEX par exemple. Et c'est des mesures assez basiques pour l'instant qui sont demandées. La MFA, l'authentification multifacteur, avoir des sauvegardes déconnectées, j'imagine que c'est aussi dans la liste. Pourquoi on en arrive là? On est obligé de mettre ça dans une loi pour inciter les entreprises à mettre en place ces mesures? On en arrive là d'une part parce que la majorité des entreprises elles faisaient le strict minimum. Il y a aussi de la partie gestion de tiers qui est attendue dans le cadre de la directive NIS 2. Donc c'est un gros point puisque plus on est sécurisé, plus les attaquants vont pas s'attaquer à nous en frontal, mais vont s'attaquer en fait à des partenaires, à des sous-traitants. Et on se rend compte que c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. On le voit de plus en plus. On l'a vu. Il y a eu pas mal d'exemples. Il y a eu SolarWinds là il y a quelques temps maintenant qui avait fait un grand bruit. Mais en fait, on se rend compte que sur la partie sécurisation des sous-traitants, sur les entités qui font quelque chose, on a des choses qui peuvent être très bien faites, mais c'est à la marge, avec de l'audit, des clauses contractuelles. Mais en fait, on en a beaucoup qui font le minimum dans le sens où ils vont mettre des clauses contractuelles avec des exigences de sécurité minimales à mettre en œuvre, mais qui ne vont pas le contrôler derrière. Et on a certains sous-traitants qui, eux, voient le contrat arriver, ils ont l'annexe de sécurité, ils disent « Ok, c'est bon ». Mais en fait, ils vont pas aller jusqu'au bout. Je le vois pour certains clients, puisque je réalise aussi des audits de sous-traitants, que l'écart entre les mesures qu'on impose contractuellement et ce qui est vraiment en place, parfois, c'est pas juste un petit écart, c'est un gouffre. Donc, on est obligé malheureusement de passer par la contrainte pour y arriver. Et du coup, on est parti un petit peu loin, mais on va revenir sur le deuxième article qui était important, les mesures de gestion de risque à mettre en place. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, l'article sur les mesures de gestion de risque à mettre en place, c'est l'article 21. En fait, il impose aux différentes entités qui sont impactées par NIS 2, importantes ou essentielles, de mettre en œuvre toutes les mesures techniques, opérationnelles ou organisationnelles en place, appropriées, proportionnées, pour répondre à leurs risques. Donc, ce qui est important dans la directive NIS 2, c'est qu'on a du coup une approche par les risques. Dans le sens où il n'y a pas besoin d'appliquer bêtement l'ensemble des exigences, peu importe le périmètre, puisque
on est sur une approche par les risques, et donc on peut prioriser la mise en place de certaines actions par rapport à d'autres et par rapport à d'autres périmètres pour justement corriger d'abord là où on a les plus gros risques. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Est-ce que ça va dépendre du secteur d'activité de l'entreprise, par exemple, la priorisation ? Ça peut dépendre du secteur d'activité, oui, mais ça peut aussi dépendre des différents SI qu'une entité peut avoir. Donc on peut avoir une entité qui est dans le secteur de la chimie, qui va fabriquer des choses, qui en fait va avoir son SI pour la partie fabrication et qui va avoir un autre SI où il va y avoir la partie RH, com, marketing, etc. Et en fait, les mesures de sécurité, certes, il faudra les appliquer partout, puisqu'on peut avoir de la latéralisation avec un attaquant qui pourrait passer du SI sur lequel on a la partie com, RH, etc., jusqu'au SI de chimie si la segmentation n'est pas bien faite. Mais en fait, si on fait le parallèle avec cette partie gestion de risque, il faudra déjà appliquer les mesures sur le périmètre de la chimie ou de la partie fabrication pour se protéger avant d'aller l'appliquer sur le reste. C'est très clair, merci. Et tu voulais ajouter quelque chose, Florent ? Ouais, juste une petite précision. Un autre écart entre Nice 1 et Nice 2 auquel on n'a pas forcément parlé. Dans Nice 1, quand vous étiez désigné, vous sélectionnez une portion de votre SI. Ce qu'on appelait le SIE, vous disiez ça c'est mon SIE, c'est ce que je vais sécuriser. Dans Nice je rappelle 2... juste SI, système d'information, pour ceux qui nous ont perdus. SIE étant système d'information essentiel. Super. Cette dénomination disparaît totalement avec Nice 2. Avec Nice 2, ce qu'il faut sécuriser, c'est votre activité. Si je reprends l'exemple de mon collègue, la chimie, votre activité, c'est la production ou la distribution du produit chimique que vous vendez. C'est l'activité entière qu'il faut sécuriser. Du coup, vous n'allez plus avoir comme avant juste à sécuriser le SI qui sert à produire le produit chimique, mais également ce qui sert à le distribuer, ce qui sert à payer les gens qui le produisent, ce qui sert à alimenter la chaîne de production. Donc on élargit beaucoup plus le périmètre, et c'est en ça aussi que tu parlais de latéralisation et que c'était une bonne chose, c'est qu'on élargit beaucoup plus le périmètre de SI à sécuriser. C'est vraiment tout ce qui va impacter l'activité concernée qui va devoir être sécurisée. Et là, c'est une fois qu'on a on a vu ce périmètre qui va impacter l'activité, c'est là où on fait la priorisation via les risques. Et le dernier point, donc, c'est la notification des incidents cyber. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de signaler ces cyberattaques ? Je vais reprendre l'exemple très connu de NotPetya. NotPetya, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ransomware qui s'est répandu depuis l'Ukraine jusqu'en France, en passant par de multiples pays européens. Et en fait, l'une des problématiques, c'est que les premiers qui ont pris le ransomware dans les dents n'ont prévenu absolument personne. Et en fait, ça a permis au ransomware de rebondir, jusqu'à arriver sur un nombre assez très important d'entreprises. Et en fait, s'il y avait eu juste une alerte au début sur les premières entreprises qui avaient été impactées, on aurait pu fortement réduire l'impact de la chose. Chez nous, par exemple, c'est l'un des premiers éléments qui est poussé dans les contrats avec nos sous-traitants, c'est que si jamais ils se font attaquer, ils doivent nous alerter rapidement pour qu'on puisse couper leurs accès, limiter les risques de propagation, etc. Et vous, du coup, chez Orange Cyberdéfense, vous signalez aussi les attaques subies par vos clients à une organisation ? Alors nous, qui peut partager l'information pour potentiellement protéger d'autres entreprises, justement ? Nous, on a déjà en fait une unité métier entière qui est dévouée à ça, qui a fait de la surveillance de la menace et qui remarque les cyberattaques. Donc, où là, nous, on alerte nos clients, attention, il y a telle attaque qui est en cours, et ce genre de choses. Nous, quand on se fait attaquer aussi, on a des obligations envers nos clients, on est obligé de les informer qu'on s'est fait attaquer. On a aussi, dans certains cas, dans certaines missions qu'on réalise, des obligations d'informer effectivement les autorités nationales, l'ANSSI, le CERT français, donc CERT, l'Intercert France. Voilà, tout à fait. Donc on a des obligations aujourd'hui de faire des notifications, mais c'est plus dû à notre rôle en tant que prestataire de services numériques qu'aujourd'hui avec une législation. Avec NIS 2, ça va être la législation qui va nous dire concrètement, vous faites attaquer, vous devez alerter l'entité qui sera prévue pour recevoir ces alertes.
Donc aujourd'hui, ce qui est prévu avec la LOPMI, donc la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est entrée en vigueur l'année dernière, donc l'article 4 ou 5, je ne sais plus, prévoit d'aller signaler sa cyberattaque uniquement si on veut se faire rembourser par son assurance. Aujourd'hui, c'est uniquement ça qui est obligé. Donc il n'y a que les entreprises qui sont assurées, qui doivent aller signaler leur cyberattaque pour être remboursées de leur perte d'exploitation ou du rançongiciel qu'ils ont dû payer, de la rançon qu'ils ont dû payer. Et donc avec NIS 2, ça va changer. Donc ça va être vraiment toutes les entreprises qui sont prévues ça va représenter combien d'entreprises à peu près, vous savez, en France ? Sur NIS 1, on était à un peu moins de 300 entités, OSE et FSN confondus. Sur NIS 2, si on fait les chiffres, alors les chiffres en fonction des personnes qui en parlent varient très fortement. On n'a pas encore les chiffres officiels. Néanmoins, si on fait une étude avec les chiffres de l'INSEE, en se basant sur les codes NAF, donc par secteur d'activité, on arrive à plus de 20 000 entités qui vont être impactées. Non, 22 000 et des brouettes, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Sachant qu'on n'a pas encore, on n'a que l'information de la taille. Ouais. On n'a pas l'information des chiffres d'affaires, etc., qui pourraient potentiellement augmenter. Et c'est sans prendre en compte les collectivités publiques. Enfin, c'est Oui, sans sans prendre prendre en compte la Oui, partie est-ce que, publique. La partie les publique. collectivités territoriales sont concernées par NIS 2 ? Alors aujourd'hui, pas encore, dans le sens où ça fait partie, c'est l'un des 3 secteurs qui est laissé à la main des États. Globalement, c'est aux États de définir les critères pour ces 3 secteurs, indiquant si vous êtes concerné ou pas. On s'attend fortement à ce que pour les collectivités territoriales, il y ait un critère de taille de population concernée ou ce genre de choses, ou de budget qui soit le critère désignant le fait d'être concerné ou pas. Donc globalement, je pense que toutes les grosses métropoles, toutes les grosses communautés d'agglomération ne pourront pas y échapper. Sans compter qu'en fait, il va y avoir souvent pas mal de collectivités vont être concernées par une autre activité. C'est-à-dire pas par le fait d'être une mairie ou par le fait, mais par exemple d'assurer la distribution de l'eau. Il y a beaucoup de mairies qui aujourd'hui récupèrent leur distribution de l'eau, qui du coup va devoir être sécurisée. Ce qu'il faut retenir, c'est que la directive, elle impose un nombre de secteurs d'activité minimum qui doivent être embarqués dedans, mais en fait, les États membres ont à leur main une certaine marge de manœuvre pour rajouter des secteurs d'activité ou rajouter différents acteurs publics. Donc là, normalement, on va quand même donner un certain cadre pour que les hôpitaux publics puissent enfin se sécuriser correctement, notamment les mairies, etc. Enfin, je pense que l'urgence est surtout sur les hôpitaux publics. Il y a eu des grosses catastrophes ces dernières années. Le secteur de la santé au global, qui fait partie des secteurs hautement critiques, et où là, il y aura beaucoup d'entités essentielles. La plupart des gros hôpitaux français seront des entités essentielles, etc. Donc, oui. Sachant qu'il y avait déjà en fait des groupements hospitaliers qui étaient OSE avec la directive NIS 1, donc qui restent impactés par la directive NIS 2 et qui resteront entités essentielles. Mais comment est-ce que c'est possible d'être OSE et d'avoir un niveau de sécurité aussi faible qu'un hôpital public ? Les sanctions étaient... Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, les sanctions, si on parle en termes de contraintes, elles étaient beaucoup plus faibles avec la directive NIS 1. Donc, c'était clairement pas la priorité. Et puis, l'autre côté, c'est que quand on travaille pour des hôpitaux, on voit souvent que les équipes sont assez réduites, sont en best effort. J'ai moi-même travaillé pour du client dans le secteur de la santé qui était OSE, mais qui n'était pas encore en conformité et qui était complètement sous l'eau entre ce qu'il devait faire et puis même par rapport aux moyens qu'on lui donnait, il y avait déjà un écart. Mais est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver justement avec Nice 2 ? C'est un peu le sujet, et en fait l'idée c'est de forcer un peu plus la main sur ces sujets-là, à le rendre plus prioritaire, parce que moi du coup, même principe, j'ai aussi accompagné des clients dans le secteur de la santé, et les problématiques sont les mêmes partout, encore plus dans la santé où il y a un problème d'obsolescence assez flagrant qui revient souvent, et où en fait vous avez une DSI de 5 personnes pour 2000 employés. Puis c'est la DSI couteau suisse, où ils sont à la fois RSSI, administrateur réseau, technicien. C'est ça, c'est à la fois la personne qui vient dépanner votre PC et la personne qui doit entretenir une baie serveur de 5 mètres de long, quoi. Oui, de toute façon, c'est souvent ce qu'on nous demande. Tu travailles dans la cyber, est-ce que tu peux m'aider à imprimer quelque chose ? Exactement. Même à moi, on me l'a fait. Mais si vous dites que vous travaillez dans l'informatique, vous serez
immédiatement identifié comme le dépanneur de la famille. Le technicien. Alors justement, pour aider un petit peu toutes ces entreprises qui vont être concernées par cette directive, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil concret pour commencer, pour anticiper un petit peu ce qui va leur arriver? Je pense que le premier pas, ça va être évaluer son niveau de sécurité. Déjà, si on pouvait conseiller une PME, par exemple, par quoi elle commence? Alors, pour les PME, la première chose que je dirais, c'est d'anticiper l'aspect budgétaire. On l'a dit, il va falloir des ressources. Et en fait, évaluer son niveau de sécurité, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. On le sait tous, les budgets, par contre, c'est un cycle qui suit un cycle bien établi. Si vous ratez le coche, ça renvoie à l'année au semestre ou à l'année suivante. Et pour beaucoup, l'évaluation du niveau de sécurité est nécessaire pour justement voir quel budget il va falloir. C'est ça. Donc en fait, là, toutes ces entreprises-là vont être dans de l'anticipation. Première chose... Elles vont recevoir des aides budgétaires d'ailleurs pour mettre tout ça en place? Il n'y a rien qui est prévu pour l'instant. Rien d'officiel. Mais en fait, dans l'idée aujourd'hui, première étape, je prends le texte, je regarde la liste des secteurs. Est-ce que mon code NAF rentre dans ces secteurs-là? Oui, non. Si oui, là, je commence à me dire, OK, donc il va falloir que je prévoie des budgets. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'évalue quel périmètre de mon SI concerne mon activité et je vais devoir le sécuriser. Donc effectivement, là, on peut rentrer dans évaluer son niveau de sécurité. Alors aujourd'hui, l'évaluer, ça va être un peu en suivant les normes les plus connues, ISO 27001, ISO 27002. On l'espère bientôt qu'on aura les premiers textes de la transposition de la NIS 2. C'est comme ça, les entreprises auront vraiment la base entière sur laquelle se référencer. Donc il y a cet aspect-là. Donc une fois que vous avez évalué votre niveau de sécurité et que vous avez commencé à enclencher tous les processus de validation budgétaire, à partir de là, vous aurez déjà fait un pas en avant et vous aurez déjà anticipé pas mal de choses. Sur la partie évaluation du niveau de sécurité, il y a l'ANSSI qui avait communiqué sur le fait que la transposition française de la NIS 1, donc la directive NIS première du nom, va être reprise dans la directive NIS 2 pour la transposition française. Et donc, ça peut être une bonne base aussi pour évaluer son niveau de sécurité, de repartir des exigences NIS 1 pour aller faire cette analyse d'écart entre l'existant et ce qui est attendu. Puis après, Yann le disait, il y a la norme ISO 27001, 27002 qui permet de couvrir en fait les autres thématiques que NIS 1 ne couvrait pas. Et pour se faire accompagner, pour une entreprise qui justement n'a pas encore les ressources nécessaires en interne, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors pour se faire accompagner, du coup, je conseillerais vraiment un accompagnement en 3 temps. Un premier accompagnement pour faire ce qu'on vient de dire ici, donc évaluer votre niveau de sécurité, construire une feuille de route de ce que vous aurez à faire. Un deuxième accompagnement après pour implémenter cette feuille de route, que vous ayez des gens qui puissent vous conseiller sur les solutions, sur comment les mettre en place, piloter potentiellement le chantier, etc. Et après, un troisième accompagnement sur le maintenir dans la durée. Parce que comme toute conformité, on n'est pas conforme à un instant T, on doit se maintenir dans la durée. Donc pour moi, c'est vraiment un accompagnement en 3 temps. J'essaierai pas de faire un accompagnement d'un bloc pour tout, parce que, vous aurez beaucoup de mal à évaluer le besoin entier que vous aurez. 2, ça sera compliqué de tout mettre en place dans le cadre d'un seul contrat, et vous allez avoir tout un tas de négociations à chaque fois avec... Oui, c'est sur du long terme, oui. Oui, là, c'est des accompagnements de long terme. Est-ce que pour vous, justement, s'il y avait un message à faire passer, est-ce que c'est urgent pour vous de se protéger, les entreprises du tissu économique français et européen? Oui, c'est clairement important pour plein d'aspects, pour des aspects du coup pour un aspect déjà purement économique. On l'a vu, le coût des cyberattaques explose. Le coût de reconstruction d'un SI après une cyberattaque est extrêmement important. Les pertes de chiffre d'affaires sont très importantes. Les pertes d'image sont très importantes également. Beaucoup de sociétés ont beaucoup de mal à se relever après une cyberattaque. J'avais vu, je crois que c'était Thales qui avait publié quelque chose où c'était l'ordre de 60 à 70% des entreprises en dessous d'une certaine taille qui, dès qu'elles se font cyberattaquer, c'est la clé sous la porte dans les 6 mois. Donc il y a une vraie sécurisation nécessaire à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que l'Ukraine l'a pas mal montré sur pas mal de choses. La plupart des nouvelles guerres vont se jouer avec un énorme volet cyberattaque. Et c'est des aspects sur lesquels il faut se préparer. Il y a des cyberattaques tous les jours, il y a les tout Jeux le temps. Olympiques qui arrivent. Avec les Jeux Olympiques, on s'attend à une explosion.
C'est le branle-bas de combat chez tous les SOC, donc les outils qui servent à repérer les menaces, etc. et à alerter. C'est le branle-bas de combat chez toutes ces entités-là pour les JO. Ce sera une opportunité pour certains États ou certains groupes idéologiques pour déstabiliser justement la France. Et donc, de manière générale, on le voit avec le contexte politique actuel, que les cyberattaques, ça permet de déstabiliser, que ce soit la France, l'Union européenne, des États, des sociétés. Donc, Oui, puis quand on dit la menace pendant les Jeux Olympiques, c'est pas seulement l'organisation des JO qui pourrait être victime d'une cyberattaque, mais là vraiment on ciblerait toutes les entités du pays, que ce soit entreprises, organisations. Ça peut être du déplacement, ça peut être tout n'importe quoi. Hein. Les chiffres le montraient sur les JO précédents. Hein. Si vous prenez tous les JO qui ont eu lieu depuis 2004 ou 2000, à chaque fois, si on prend le graphique du nombre de cyberattaques, c'est une courbe exponentielle qui s'affiche. Eh bien, en teasing, en avant-première, sachez que le prochain épisode sera sur les Jeux Olympiques de 2024 et la menace cyber, justement. Donc, très, très belle transition pour le prochain. Dernière question pour vous deux, Yann et Florian. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette directive NIS 2 ? Pour conclure, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en essayant d'ôter un petit peu le fait qu'on est un peu parti pris, puisque nous sommes une société de prestations cyber, je pense que c'est une excellente chose. Je pense qu'il y avait alors je fais aussi des missions d'audit, comme mon collègue, et de par d'expérience, je vois souvent des trous juste par une méconnaissance, par une incompréhension du sujet, voire même une peur du sujet des fois. Et je pense que c'est le genre de directive qui a beaucoup d'importance à une heure où c'est de plus en plus un danger pour beaucoup d'entreprises. Parce qu'il y a même pas une question d'être ciblé. Aujourd'hui, pour moi, là, c'est ce que je dis quand je vois un client. La question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. Donc pour moi, ce genre de directive est là justement pour quand vous faites attaquer, réduire au maximum ses impacts, tant pour vous que pour vos clients ou pour la société en elle-même. Ouais, donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de contraignant, mais comme quelque chose qui fait avancer une problématique. C'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Une opportunité de rattraper le retard sur les choses qui n'auraient pas été mises en place en termes de cyber au sein des différentes entités. La directive en elle-même, c'est une très bonne chose. Déjà, la directive NIS 1, c'était une bonne chose, mais son impact était limité puisque le nombre d'entités concernées était assez limité. Maintenant, il restera à voir les modalités justement pour accompagner les entités qui sont impactées par la directive NIS 2. On verra ce que la France et ce que l'ANSSI mettront en place pour l'accompagnement pour déjà les entités qui ne savent pas qu'elles sont concernées. Et puis sur toute la partie finance et accompagnement pour ceux qui n'ont pas assez de ressources, il restera à voir ce qui sera prévu. Et là, on verra si c'était une bonne chose ou une très bonne chose. On va observer ça ensemble et puis ce sera d'ailleurs l'occasion de refaire un épisode sur ce sujet pour voir un peu dans quelle direction ça a avancé dans quelques mois. Eh bien, merci à vous deux. Donc, c'était le mot de la fin. Yann Lonlas et Florian Brossard donc de Orange Cyberdéfense d'être venus nous partager votre analyse au micro du podcast. Merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Et à tous les auditeurs, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.